20 heures, l'heure de vous informer sur la chaîne des valeurs. Mesdames, Messieurs, voici les titres. Réglementation bancaire et microfinance, l'Assemblée nationale en débat, contrôle des taux, supervision des banques et droits des usagers. Le ministre des Finances, Cheikh Diba, met en garde contre le dépassement du taux effectif global. Les réclamations bancaires suscitent de vives inquiétudes, poussant les députés à exiger des garanties pour leurs clients. Semaine de l'école de base, place aux valeurs civiques, lancement de la 24e édition avec des activités dans toutes les inspections académiques du pays jusqu'au 15 du mois pour renforcer l'éducation citoyenne et sensibiliser les élèves et enseignants à leur rôle dans la formation des citoyens de demain. Colère et revendications sur fond de tension en Ngor, des habitants dénoncent l'incarnation qu'ils jugent arbitraire de l'un de leurs tandis qu'un litige foncier ravive les frustrations. Voici les titres dans un instant, le développement. Bonsoir à toutes et à tous, je vous l'annonçais dans les titres, c'est parti pour 7 jours d'activité pédagogique au service des valeurs civiques. La semaine nationale de l'école de base a été lancée ce lundi à Rufisque. Pour cette 24e édition, des activités seront organisées dans tous les 16 inspections d'académie du pays jusqu'au 15 du mois en cours. L'objectif est de mobiliser l'ensemble des acteurs du système éducatif autour des valeurs civiques et dans leur rôle fondamental dans la formation des citoyens de demain. Moumoudou Thiam nous fait le point. L'école de base est le fondement sur lequel repose l'édifice de notre société, là où se forge le caractère de nos enfants, où s'inculquent les valeurs essentielles qui feront d'eux des citoyens responsables, engagés et solides. Il est donc impératif que nous renforcions ces bases en intégrant dans nos pratiques pédagogiques une éducation axée sur les valeurs civiques, le respect des lois, le patriotisme et le devoir envers la communauté, a déclaré le ministre Moustapha Guirassy. C'est dans cette perspective que l'implication des forces de défense et de sécurité aux côtés des acteurs de l'école trouve tout son sens. Les forces armées incarnent la discipline, le courage, le dévouement et l'esprit de sacrifice. Cette collaboration entre l'école et les forces de défense et de sécurité vise alors à créer les opportunités d'apprentissage ancrées et d'expériences enrichissantes pour les élèves, a indiqué le ministre. L'école, creuset de la République et les forces de défense et de sécurité garantes de notre intégrité et de notre sécurité ont un rôle déterminant à jouer dans cette entreprise ambitieuse, renchérit le ministre de l'Éducation nationale devant les acteurs de l'école, les autorités civiques et militaires ainsi que les maires des 4 communes d'arrondissement de la ville de Rufisque. Moustapha Guirassy a présidé ce lundi le lancement des activités de la 24e édition de la Semaine nationale de l'école de base aux côtés de son homologue des forces armées Biram Diop. Au cours de cette semaine, des activités consistant à des échanges d'expériences seront organisées dans toutes les inspections d'académie, de même qu'il est prévu de concert avec les forces de défense et de sécurité au niveau déconcentré de mettre en place des stratégies novatrices pour promouvoir les valeurs civiques au sein des établissements scolaires. Mamadou Thiam, l'Assemblée nationale était en séance plénière ce mardi pour l'examen des projets de loi sur la réglementation bancaire et de la microfinance. Après l'examen en commission, le ministre des Finances et du Budget, M. Cheikh Diba, est intervenu en plénière pour défendre les projets de loi portant réglementation bancaire et de la microfinance. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité les 2 projets de loi. La loi numéro 1/2025, réglementation bancaire, a obtenu 143 sur 143 votants. La loi numéro 2/2025, réglementation de la microfinance, a aussi été votée à l'unanimité. Ces projets de loi visent respectivement à renforcer la réglementation du secteur bancaire afin d'offrir aux usagers des services plus accessibles, renforcer la résilience des institutions de microfinance et d'encadrer les taux d'intérêt et l'accès au financement. Toujours à l'Assemblée nationale qui a examiné ce lundi la loi sur la réglementation des banques, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a mis en garde contre tout dépassement du taux effectif global fixé à 24% du PIB. Entre surveillance financière, régulation et contrôle fiscal, l'État entend maintenir une vigilance accrue sur les pratiques bancaires. Écoutons ces propos.
Je vais commencer par une préoccupation posée par l'honorable député Ousmane Diop sur le taux effectif global. C'est vrai, le taux effectif global est composé de trois composantes qui déterminent véritablement la valeur réelle du coût du crédit. C'est le taux d'intérêt nominal, c'est les frais de dossier, c'est les coûts d'assurance, c'est les frais de notaire, c'est les frais d'acte, comme les gages. Et ce taux ne doit pas dépasser le taux d'usure, qui est de 15% pour le système bancaire classique, mais de 24% pour le secteur de la microfinance. Les banques sont obligées donc de communiquer ces taux à leurs clients. En tout cas, les banques de l'espace IOMOA sont soumises à une supervision. J'ai bien dit une supervision, parce que c'est le sentiment même que les banques ont effectivement de la situation. Et elles disent que cette supervision elle est contraignante, mais véritablement, au niveau national, nous pouvons dire qu'elle est assurée par la DMC, la Direction de la monnaie et du crédit, qui reçoit les comptes rendus périodiques et qui a des agents assermentés pour faire le travail de contrôle. Et ce contrôle peut se faire aussi bien sur pièce que sur place. Et la Direction de la monnaie et du crédit a à côté de lui, en matière de supervision, sur certains autres aspects, la Direction générale des douanes. Toujours dans cette optique, la question sur le droit des usagers face aux banques a été évoquée par la présidente du groupe parlementaire de Bénin. Entre procédures complexes et recours interminables, des inquiétudes ont été soulevées par Aïssata Tall Sall. Écoutons ses propos. Nous ne pouvons pas procéder par une saisie conservatoire contre les banques. Pourquoi? Les banques, c'est des sociétés comme les autres, des sociétés de droit privé comme les autres. C'est comme les compagnies d'assurance. Oui, elles ont un agrément, mais ça n'en fait pas pour autant des sociétés particulières. Pourquoi ce que vous donnez aux banques, vous ne le donnez pas aux compagnies d'assurance? Voilà la dichotomie que je constate et cela n'est pas normal. On peut saisir toute société par décision du juge, mais la banque, non, on ne peut pas parce que seulement c'est la banque. Ce n'est pas normal et c'est à l'article 111. Deuxième exception de droit commun, c'est l'article 142, les articles 142 et suivants sur les réclamations des clients. Monsieur le ministre, je suis sûr que vous avez lu Franz Kafka. Je suis sûr que vous avez lu Kafka. Vous vous rappelez de ce monsieur qui emprunte les dédales d'un couloir, d'un tribunal et qui ne rencontre jamais son juge pour que son affaire soit jugée? Voilà le sort que vous réservez aux clients des banques qui veulent aller en réclamation. Vous leur demandez de s'adresser à la banque si elle a une procédure interne de médiation. Sinon, d'aller voir l'Observatoire national de la qualité des services financiers. Sinon, d'aller à la commission bancaire pour une simple réclamation. Restons à la 15e législature où les députés avaient statué sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom. Cela pour ouvrir la voie à des poursuites judiciaires comme l'a réclamé le procureur financier près de la cour d'appel de Dakar. Ce lundi, l'homme politique a reçu sa convocation à comparaître jeudi prochain pour répondre des accusations contre lui dans l'affaire des 125 milliards de francs CFA. Ses avocats ont confirmé l'information devant les locaux de la division de l'investigation criminelle. Les impressions de Maître Doudou Ndoye. Moi-même, nous avons accompagné M. Mohamedou Ngom, dit Farba Ngom, pour relever, c'est-à-dire prendre, recevoir un mandat de comparution qui a été envoyé à son intention par le juge d'instruction du pôle financier. Il doit répondre au juge dans quelques jours. Sauf erreur de ma part, je crois que c'est le jeudi. Et nous l'accompagnerons. Baboukar Sissé, Alassane Sissé, Abdou Djalikan, qui est sur la route de Saint-Louis pour venir à Dakar. Nous aurons l'honneur de l'accompagner pour la protection des droits et libertés que nous accorde notre Constitution. Au mandat de comparution plutôt que convocation. Contexte. Il répondra à la convocation, mandat de comparution, en notre présence, Inch'Allah, dans les prochains jours. Est-ce qu'actuellement vous êtes édifié par rapport à ce qu'on reproche? Personnellement, je ne sais pas encore ce qui lui est reproché.
Et je ne crois pas que mes confrères qui sont ici sachent aussi ce qui est reproché à Farba Ngom. Et lui-même ne sait pas ce qu'on va lui demander, ni ce qu'on lui reproche. Alors cela fait 3 mois qu'on court, qu'on saute, qu'on danse, qu'on parle de tout et de rien. Et personne ne sait encore pourquoi cet homme est livré au public. Nous verrons dans quelques jours. C'est bon, voilà. Restons toujours sur le volet de la justice où le journaliste d'investigation et chroniqueur de la chaîne de télévision Walf TV a aussi été convoqué par les enquêteurs de la division de l'investigation criminelle. Pape Sané a été convoqué suite à des révélations, un supposé scandale financier mettant en cause un ministre de la République sorti libre de la brigade des affaires générales. Il devra cependant se mettre à la disposition des enquêteurs pour d'éventuelles sollicitations dans l'enquête. Nous l'écoutons. J'ai été convoqué à 10 h. Cela m'a trouvé ici dans les locaux de la DIC. On a procédé à une audition devant mes avocats qui sont Maître Moussa Sarr, Maître Acheikh Niass, le PDG du groupe Walfadjri, Maître Youssouf Kamara et Maître Amadou Diallo. L'audition en telle s'est déroulée en 2 séquences. Durant la première partie qui a duré de 11h30 à pratiquement 15h, 16h, il était question de revenir sur mes propos, les propos que j'ai assumés entièrement. À la suite de cela, on m'a demandé si j'avais les moyens de prouver ces propos. Effectivement, j'ai versé au dossier des éléments qui prouvaient que, effectivement, ce que j'ai dit, je ne l'ai pas sorti de la rue. On nous a demandé de patienter, ce que nous avons fait. 2 heures plus tard, j'ai été à nouveau convoqué pour une nouvelle audition. Durant cette nouvelle audition, il a plus été question de savoir d'où venaient les documents. D'où venaient les documents servis aux enquêteurs. Pour ça, pour vous tous qui êtes là, nous savons qu'il est impensable pour un journaliste de donner sa source. Donc je m'en suis tenu à ma déclaration liminaire, c'est-à-dire que cette information elle est là, que les documents fournis étaient des documents qui ne souffraient d'aucun doute et que maintenant ils revenaient aux autorités. Autre aspect de l'actualité, colère et indignation en Ngor face à un litige foncier qui s'éternise au remembrement des Almadies. La tension monte en Ngor. Des habitants sont descendus dans la rue pour dénoncer l'incarcération d'un de leurs fils qu'ils jugent arbitraire. Face à la presse, le collectif Ngor Debout dénonce une arrestation illégale et affiche son soutien au président de la fédération de skidball, Mamadou Ndiaye, président du mouvement Ngor Debout, que nous écoutons. Nous, le problème qu'on a ici au niveau de Ngor, c'est qu'il y a eu un problème qui s'est passé à l'époque du président Senghor. Il avait porté un décret, il avait fait un décret qui portait sur le remembrement des Almadies, qui consistait à prendre 35% pour cause d'utilité publique et le 65% qui devait revenir aux ayants droit. Le fond, c'est que ces terrains-là appartiennent à nos aïeux, qu'il avait titrés du temps de l'époque coloniale. L'État du Sénégal a hérité de ça. Malheureusement, ils n'ont pas su nous protéger. Et tout le monde sait qu'un titre foncier est inaliénable. Donc, vous voyez un peu, la loi a été violée ici. Les gens ont violé ce qui résiste le titre foncier au niveau du Sénégal. Donc, ce qui s'est passé, c'est ça. Donc, l'autre problème que vous avez posé, c'est la fédération de skateboard. C'est vrai qu'ils ont soutenu Mamoussa, ils sont allés au tribunal. Moi, j'étais là-bas quand la présidente était là-bas. Mais ce problème-là, au niveau de Ngor, ça ne concerne pas la fédération, ça concerne les Ngorois. Ce sont les Ngorois qui se battent pour leurs fils. Et au même moment aussi, ils se battent pour les enfants du Sénégal. Parce que c'est leur fils qui est amené en justice. On n'a amené personne d'autre, c'est leur fils qu'on a amené en justice. C'est pourquoi ils se battent pour la libération de Mamoussa Mbeng. Sa place n'est pas là-bas. Il est crédible, il est là, il est connu, il a une adresse. Et il est affilié à une fédération. Donc vous voyez un peu, le combat, ça se situe là. Ce sont les Ngorois qui l'ont porté et ils le porteront jusqu'à ce qu'il y ait victoire.
Toujours à Ngor, les stigmates d'un conflit sur le foncier est toujours gravé dans les mémoires du collectif. Les populations ngoroises ne veulent pas de confrontation avec les forces de défense et de sécurité. Des affrontements qui avaient coûté la vie à une jeune fille. Aujourd'hui, le collectif veut préserver la cohésion sociale et la paix. Les autorités sont interpellées pour une sortie de crise. Djibi Samb, secrétaire général du Conseil notable des frais, que nous écoutons. On est là pour la stabilité. Nous ne sommes pas là pour se quereller ou semer la violence. On est là pour la stabilité sociale et la paix. Mais il y a des choses qu'il faut régler avec la manière. Parce qu'on ne va pas rester les mains croisées et qu'on nous retire des choses sans pour autant qu'on y fasse rien. À chaque fois, ils nous prennent nos terres par la force. Mais ça va demeurer jusqu'à quand? Le site en question, il y a plus de 80 jeunes qui pratiquent le sport là-bas. Il suffit de s'y rendre le week-end pour voir exactement combien de jeunes s'y entraînent. Et pourtant, c'est une discipline sportive qui a été retenue dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse. Mais on ne peut pas aujourd'hui faire le privilège pour une seule personne au détriment de toute une nation. J'ai à parler avec ce monsieur. Il m'a notifié qu'il n'en a pas besoin. Et alors, encore, nous ne voulons pas revivre les épisodes qu'on en a déjà vécus. C'est la raison pour laquelle nous, les autorités ici présentes, on est en train de négocier avec les enfants pour juste trouver un terrain d'entente. Ils avaient même décidé d'y rester pour garder le site, mais ça ne sert à rien. On est dans un pays de droit et nous avons confiance à nos autorités étatiques. Donc je pense qu'ils vont saisir la balle au premier rebond afin de pouvoir régler ces différends. Alors c'est ça qu'on avait à transmettre tout en sachant que c'est un combat qui concerne une nation. Pour l'international, aux États-Unis, une loi est lancée sur les droits de douane concernant l'aluminium et l'acier. Et puis en Ouganda, qui compte désormais 9 cas d'Ebola confirmés, ce tour d'horizon démarre au Niger, où l'Organisation des Nations Unies exige la libération immédiate de Mohamed Bazoum. N'est-ce pas, Aminata Traoré? Bonsoir. L'actualité internationale que nous démarrons au Niger. L'ONU a fermement dénoncé la détention arbitraire de Mohamed Bazoum, l'ex-président du Niger, renversé en juillet 2023 et de son épouse Khadija, estimant que leurs droits fondamentaux sont gravement violés. Dans un avis rendu public ce lundi, les Nations Unies exigeaient leur libération immédiate et des réparations pour le couple depuis le coup d'État qui a renversé Mohamed Bazoum et Hafiza sont privés de tout contact avec l'extérieur, y compris avec leurs avocats et leurs familles. L'ONU qualifie ces conditions de détention d'inacceptables et appelle à une réparation complète des préjudices subis par les détenus. Le général Abdourahmane Tiani, à la tête du régime militaire de Niamey, a renversé Mohamed Bazoum en juillet 2023, l'accusant de comploter contre l'État. Depuis lors, le couple est maintenu en résidence surveillée dans des conditions de plus en plus critiques. Et puis, 9 cas d'Ebola ont été enregistrés en Ouganda. L'épidémie a ressurgi le 30 janvier dernier. Dans la foulée, le pays a lancé une campagne de vaccination moins d'une semaine après l'apparition du virus Soudan. À l'origine des cas, au total, environ 2000 doses de vaccins fournies par l'initiative internationale pour le vaccin contre le sida ont commencé à être administrées à travers le pays. Sur les cas confirmés, au moins une personne est décédée selon le ministre de la Santé. 7 autres sont surveillance dans un hôpital de la capitale, Kampala. Et puis les États-Unis, pour terminer, les droits de douane sur l'aluminium et l'acier de Trump entreront en vigueur le 12 mars. Nouvelle étape dans la guerre commerciale de Donald Trump. Le président américain a signé lundi 10 février un décret fixant au 12 mars la date d'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium, sans exception. C'en est tout pour l'actualité hors de nos frontières. Merci de l'avoir suivi. Merci Aminata Traoré Fall pour ce voyage hors de nos frontières. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation et bonne suite de programme sur Mourchid TV, la chaîne des valeurs.